Les Frères Siamois est un épisode réalisé par Peter Seaman, scénariste dans Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis et Doc Hollywood de Michael Caton Jones, inspiré du comics My Brother's Keeper d'Al Feldstein. On y retrouve Frank et Eddie Doran, deux frères siamois unis par la région postérieure, semblant ne plus pouvoir se supporter ou tout du moins ne plus supporter leurs conditions. Eddie était pris de liberté et fait tout pour convaincre son frère de subir une opération qui les séparerait définitivement, ce qui n'est pas nécessairement du goût de Frank qui, malgré les frasques de son frère, n'est pas prêt à franchir le pas. Habitués des bars, les deux frères n'ont pas les mêmes passe-temps. Eddie picole et drague les filles à tour de bras, tandis que Frank est toujours accompagné d'un livre, attendant que son frère ait fini de se mettre la tête à l'envers. Il fera la connaissance de Marie, une femme douce et délicate, partageant les mêmes loisirs, la littérature et l'opéra. Eddie est chaud comme une baraque à frites et veut danser, ce qui oblige forcément Frank à en faire de même. Il invitera Marie, un peu sous la contrainte, à se joindre à eux. Seulement voilà, un pas de danse de trop aura raison de leur secret et Marie découvrira leur infirmité, ce qui la fera fuir. Ça est le comportement d'Eddie. Cette fois c'est décidé, Frank accepte de voir le médecin avec son frère, mais hélas, il inspire autant confiance qu'un VRP. Frank est de nouveau tiraillé et Eddie le harcèlera tout le long de l'épisode. Entre-temps, Marie reviendra à la charge, n'arrivant pas à oublier l'instant qu'elle a passé dans ce bar. Elle le découragera de se faire opérer, arguant qu'elle n'est pas rassurée par cette intervention et qu'elle préfère devoir supporter son impudique de frère plutôt que de le perdre lui, ce qui mettra en colère Eddie et les pousseront à faire des choix inattendus. D'autant que Marie était censée inciter Frank à se faire opérer, c'était le marché qu'elle avait conclu avec Eddie hors champ, mais le cœur a ses raisons, enfin vous connaissez la suite. Au casting, nous avons évidemment Jessica Harper, vue dans Suspiria de Dario Argento et dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Frank est quant à lui interprété par Timothy Stack, le père de Parker Lewis dans la série Parker Lewis ne perd jamais, ou plus récemment dans la série Earl, tandis qu'Eddie est ici joué par Jonathan Stark, que l'on a pu voir dans Projet X de Jonathan Kaplan, aux côtés d'Helen Hunt et Matthew Broderick, mais également dans Vampire vous avez dit Vampire de Tom Holland, dans le rôle de Billy Cole. La musique est signée Michel Rubini, qui a également écrit le score de l'épisode For Crying Out Loud. Il composera aussi pour le film Le Sixième Sens de Michael Mann. C'est un épisode qui vaut le coup d'œil, tous les codes de la série sont respectés, de l'humour noir, une situation inextricable, des personnages avec une forte personnalité, tout y est. Billy est un petit garçon qui rêve d'être ventriloque. Son idole, c'est le duo Morty et Ingalls qu'il a eu la chance de rencontrer. Sa mère veut qu'il devienne médecin, mais pour lui, c'est tout vu, c'est avec un pantin qu'il fera équipe. 15 ans plus tard, Billy va rendre visite au vieux Ingalls pour lui dire à quel point il a été inspirant pour lui et qu'il aimerait beaucoup qu'il vienne assister à son premier show afin de lui donner son avis de professionnel. Ingalls accepte et va se rendre à la représentation qui, admettons-le, serait plus convaincant s'il y avait des jets de tomates. Le public s'ennuie et le vieil homme ne manquera pas de lui faire part de ses critiques et qu'il sait ce que ça fait quand son rêve se brise. Ingalls, après un incendie, se traînera une blessure à la main cachée par un tissu, de quoi éveiller les curiosités. Ce dernier, avant de rentrer chez lui, invite une femme à prendre un verre et nous la découvrirons un peu plus tard, morte dans sa voiture, imbibée d'essence. C'est Billy et le voisinage qui s'en aperçoivent, il ne lui en faudra pas plus pour se rendre chez Ingalls afin de comprendre pourquoi il a fait ça. Il explique que c'est de la faute de Morty, comme c'est pratique, une marionnette. Billy le prend évidemment pour un cinglé et va lui démontrer en allant chercher la boîte de Morty que ce dernier n'est qu'une poupée de chiffon, grossière erreur. Après une lutte entre les deux hommes, Ingalls lui montrera qui est vraiment Morty, son frère. Une abominable créature qu'il se trimballe en guise de main droite, et il se trouve que c'est un odieux gnome violent, poussant son frère à commettre des atrocités. Ingalls est au bout du rouleau et compte bien se débarrasser de cet appendice braillard. Un épisode très réussi, avec ce qu'il faut de quantité de sang et un monstre parfait, de quoi ravir les amateurs du genre. Alors là, il s'agit d'un épisode vitrine réalisé par Russell Mulcahy, connu pour Highlander et pour sa carrière dans les clips télé. Nous suivons deux frères, interprétés par Brad Dourif et Bill Paxton, rien que ça. Billy, un repris de justice, tout juste sorti de prison, vit avec son frère Virgil atteint d'un retard mental. Ils fomentent tous les deux un coup qui pourrait leur rapporter gros selon eux. Chacun a son rôle, mais en attendant, Billy a en tête d'aller chercher des glaces. Une info sans intérêt, mais qui permet d'introduire Monsieur Bird, le marchand de glace, avec qui il a eu des petits soucis, puisqu'il l'a dénoncé pour escroquerie alors qu'il exerçait le même boulot que lui. Billy a la rancune tenace et se montre intantiné sur les nerfs. Son plan est de dérober la caisse de Monsieur Bird et par la même occasion la trésorerie de Madame Grafunder qui fournit Bird en glace et qui embauche Virgile.
Billy se charge de Bird et Virgil doit braquer Graffunder. Le plan foireux peut commencer, Billy se charge juste de gérer son frère très susceptible. Il faut dire aussi qu'il se fait rembarrer au moindre oubli et à la moindre erreur. Billy le manipule afin d'obtenir ce qu'il veut, même s'il doit le mettre en danger. Il lui monte la tête afin qu'il soit gonflé à bloc et plein de hargne pour exécuter le plan sans état d'âme. Et on peut dire que ça marche puisque Virgil poignardera la vieille Graffunder et retrouvera son frère en étant couvert de sang. Ce n'était pas prévu dans le plan initial, mais Billy l'est un peu chauffé. Bon, il s'agit maintenant de s'en prendre à Bird afin de lui piquer ses 500 malheureux $. Bird attend sa commande, la mère Graffunder de lui charger son camion, mais évidemment la pauvre est agonisante et tente de ramper tant bien que mal avant de se faire oxyre par Billy. Bird n'en peut plus d'attendre et finit par partir. Une partie du plan tombe à l'eau et comme si ça suffisait pas, Virgil dans sa folie meurtrière oublie de récupérer l'argent dans le coffre qui est bien entendu verrouillé par un code. Résultat, ils ont un mort sur les bras et pas un chrome. Le duo de choc. Virgil ne perd pas le nord. Il reste encore Bird à qui ils peuvent rendre une petite visite. N'oublions pas qu'il y a 500 billets qui les attendent. Les deux frangins débarquent chez notre gentil marchand de glace, armé jusqu'aux dents et prêt à lui faire cracher tout son fric, mais c'était sans compter sur la finesse d'esprit de Virgil qui l'abat d'une balle dans la tête sans lui avoir demandé au préalable où était l'argent. L'histoire se répète. Bon, Billy reste persévérant et se met à chercher les malheureux dollars quand il découvre dans le congélateur des boîtes de glace remplies de liasses. Une aubaine pour nos deux rapetous, mais Billy est loin de s'imaginer ce qui va suivre. En effet, Bird n'est pas tout à fait mort, il a un frère très soudé donc, comme le dit le titre de cet épisode, et il est temps pour lui de venger sa mort. Rappelons que Virgil lui avait fait sauter le caisson. Nous sommes face à un épisode bien sanglant avec des touches de gore surprenantes. Le contraste entre l'extrême gentillesse de Virgil et les horreurs qu'il peut commettre est saisissant et flippant, faisant presque passer son frère pour un enfant de cœur si on accepte sa veulerie et son goût pour la délinquance. Épisode très spécial sur l'origine de notre gardien de la crypte préféré. Des révélations seront faites, accrochez-vous. Enoch est un homme né avec deux visages, ce qui lui vaut d'être exhibé dans un cirque sous la responsabilité d'un homme peu scrupuleux, Monsieur Sickles, lui servant plus de maître que de tuteur. Enoch a la fâcheuse habitude de s'enfuir quand vient le moment pour lui d'être enfermé dans sa cage pour le show, ce qui lui vaut d'être rossé par Sickles, lui-même menacé par Philet, le propriétaire du cirque. L'horrible propriétaire attitré d'Enoch va recevoir la visite d'un énigmatique personnage, le docteur Zachary Kling, lui proposant de partager les bénéfices sur une de ses trouvailles gagnées au poker, une momie dénommée Myrna. Il propose de la lui céder avec, en contrepartie, 60% des recettes récoltées lors des shows. Sickles accepte le marché, il a tout à y gagner. Dès le lendemain, la momie est exposée et les visiteurs sont présents. Enoch est installé juste à côté d'elle et semble bizarrement attiré par elle. Sickles apprend en lisant un article sur Myrna qu'elle a vraisemblablement été volée sur un bateau et décide d'aller chercher des explications auprès de Kling qui lui affirme qu'il l'a gagnée au poker. Il finira par avouer, ce qui créera l'incompréhension chez Sickles, ne voyant pas pourquoi il n'a tout simplement pas volé le collier que cette égyptienne avait au cou. Le docteur lui explique que le collier est maudit et que quiconque le touche se verrait perdre ses attributs reproducteurs, et il se trouve que le vieux Sickles a précisément touché ce collier la veille au soir. Il ne croit pas une seconde au récit farfelu de Kling, et de là, une altercation éclatera, sauf que Sickles oublie qu'il avait dans la main une paire de cisailles, et dans le feu de l'action, transperce la panse de ce pauvre Zachary, qui dans un dernier râle lui dit que Myrna l'a rendu fou. La seule solution qu'il trouvera, c'est de faire porter le chapeau à Enoch. Il lui laissera la paire de cisailles dans sa cage, ce qui mettra notre homme aux deux visages dans une colère noire. Quoi qu'il en soit, le spectacle doit continuer et Philet n'est encore au courant de rien. Lors d'une représentation, il s'aperçoit que non seulement Enoch et Myrna ont disparu, mais en plus de ça, Sickles est mort. Où sont partis Enoch et Myrna? Philet va-t-il les retrouver? Aline Goetz est un pédopsychiatre travaillant dans une radio où il y anime une émission nocturne afin de venir en aide aux parents désespérés. Auteur d'un best-seller « Comment ignorer votre enfant », il n'a pour seul et unique conseil que celui de snober sa progéniture si celle-ci se montre colérique ou capricieuse, sans la moindre considération pour ces derniers. Nora, une fidèle auditrice participant activement à la vie de ce programme, en appelant fréquemment afin d'obtenir des conseils pour sa petite Felicity, suscitera une légère exaspération de notre Sigmund Freud des ondes qui n'hésitera pas à se montrer ferme avec elle. Goetz apprendra en direct derrière le hublot de la radio que son créneau sera donné à Lothar, la star du moment, ce qui le mettra hors de lui et décidera par vengeance de proposer d'enregistrer sa prochaine émission chez Nora, une initiative loin de faire l'unanimité. Ils se rendront, lui, Bonnie sa productrice et Rona la directrice des programmes, chez cette femme, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette maison ne manque pas de singularité, tout comme son hôtesse jouée par Zelda Rubinstein. Une fois pénétrée la demeure, des hurlements retentissent et des bruits sourds également. Nora explique que Felicity se cogne la tête contre les murs et que le seul
moyen de l'arrêter, c'est d'aller lui donner des friandises afin d'acheter sa tranquillité d'esprit, ce que notre orgueilleux docteur n'approuve pas, puisque je rappelle que son seul leitmotiv, c'est d'ignorer ce que font les enfants pour attirer notre attention. Nora n'est pas entièrement convaincue et sa façon condescendante de s'adresser à elle ne facilite pas les choses. Elle passera très rapidement pour une folle auprès de ses invités, se persuadant que son mari est le général Douglas MacArthur et que ce dernier est le père de sa fille et qu'il ne va pas tarder à rentrer de la guerre, l'épisode se déroulant dans une époque contemporaine. Profitant d'un moment d'absence pour préparer le café, les spéculations vont bon train concernant cette femme et Felicity, pensant que la petite n'existe pas, qu'il s'agit peut-être d'un fou enfermé à l'étage ou d'une enfant kidnappée et séquestrée. Ils décident alors de prendre leur courage à deux mains et d'aller discrètement à la rencontre de l'enfant. Rona l'apercevra furtivement et décidera d'aller la suivre jusque dans le grenier pendant que Guts et Bonnie tentent d'ouvrir la porte de sa chambre dont la poignée est reliée au courant électrique. Quand ils finissent par y parvenir, le psy comprendra très vite qu'il n'est pas impossible que Felicity et Nora soient la même personne, ce qui orientera son approche vis-à-vis de la petite. Malheureusement pour notre coquette directrice, elle sera retrouvée morte, une cordelette autour du cou dans le lit de Felicity qui n'est pas présente dans sa chambre. Guts et Bonnie tenteront de s'échapper de la maison et croiseront Felicity sur leur chemin, notre productrice en perdra la tête. Aline, après une courte ellipse, se retrouvera ligotée à une chaise sous le contrôle de Nora, refusant de le détacher, Guts ayant échoué dans sa mission avec sa fille. Elle lui laissera une dernière chance de se rattraper en la lui présentant et finalement tout se passera comme Nora l'avait prévu, le psy fera tout capoter et découvrira enfin le lourd secret de cette étrange famille. C'est un des épisodes les plus flippants des Contes de la Crypte avec terreur en direct lui ressemblant étrangement.